avec des investissements combinés de 135 milliards d'euros en 2021, dont 8% dans le secteur de l'énergie. Je souhaite donc la bienvenue à Madame Nejla Rabi, directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation, à Madame Nodira Mansourova, directrice du bureau de la Banque européenne de reconstruction et de développement à Tunis, Madame Fatma Soumafa, responsable du pôle énergie renouvelable pour la Banque africaine de développement et pour l'Afrique du Nord, Madame Rajé Abdelkhal, responsable du pôle énergie, infrastructure et digitale pour la Tunisie auprès de l'AFD, Monsieur Ali Benhamid, chargé de mission énergie, secteur énergie à la PLC Tunisie, Monsieur Razi Bensel, représentant de la Banque européenne à l'investissement dans la zone du MENA. Et nous avons une surprise dans notre panel, donc Monsieur Sim Sidal, qui est membre du conseil de l'instance générale du partenariat. Bien sûr, en remplacement de M. Araf, qui s'excuse, qui a une chance. En tant que porte-drapeau de la puissance financière européenne et africaine, vous avez un rôle important à jouer dans les circonstances géopolitiques actuelles qui imposent une intégration verticale Europe-Afrique. Elle permettrait à l'Europe de diversifier ses sources énergétiques, d'une part, et à l'Afrique de se développer, et notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, malgré l'abondance et la constance du soleil en Afrique, et malgré, je dirais, toutes les bonnes volontés, les réalisations restent modestes. Par exemple, le parc solaire installé en Afrique ne dépasse pas 12,4 gigawatts à l'instant où on parle, qui représente moins de 1% de la totalité de la capacité installée à l'échelle mondiale. Plus que jamais, équiper l'Afrique pour subvenir à ses propres besoins, mais également à ceux de l'Europe, devient une nécessité et s'impose. On parle de la route de l'énergie depuis ce matin, et ma première question, chaque membre du panel, ça serait d'essayer de comprendre ce que représente, ce que évoque pour vous cette route de l'énergie, en tant que, surtout dans votre activité d'institution financière de développement. Et donc, je donne la parole à Madame Rabi. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs pour cette occasion. L'énergie et la transition énergétique, c'est au focus maintenant de tous les acteurs de l'écosystème, donc que ce soit gouvernement, institutions financières, institutions aussi chargées de la transition énergétique du pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la transition énergétique, mais il y a des éléments bloquants qui font qu'on n'est pas au rythme attendu, on n'est pas vraiment à la vitesse qu'on cherche. Pas loin que hier, on a eu une discussion dans le cadre de l'Economic Policy Dialogue organisée par la Banque mondiale sur les financements verts. Et on a essayé de débattre de cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, acteurs financiers, pour accélérer et pour mettre à la disposition de l'écosystème les financements qu'il faut. Donc là, peut-être, je vais parler un peu du rôle de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, c'est une institution public, mais qui investit avec le secteur privé, qui investit surtout dans les projets structurants du pays. Et l'un des axes sur lesquels
nous travaillons, c'est l'axe accompagnement de la transition énergétique et écologique du pays pour une économie sobre et résiliente. Et ça, et sur cet axe, nous avons essayé de développer pas mal de mécanismes de financement qu'on a jusque-là initiés et dont je vais essayer de parler de quelques-uns, notamment un fonds énergie renouvelable. On a travaillé aussi sur l'émission des green bonds, donc on a préparé tout le process pour l'émission et tout est prêt, sauf qu'on est bloqué par le pipe des projets. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est d'identifier les projets qui peuvent être financés, notamment par les green bonds ou par les fonds d'investissement. Parce que notre rôle, c'est surtout d'investir par le haut du bilan, donc on essaie d'investir en equity, mais les banques aussi ont développé les lignes de financement pour adresser les projets donc, énergétiques par la dette. Donc ces mécanismes sont complémentaires. Aujourd'hui, hier on a eu une discussion donc, avec Si Ahmed Karam qui poussait beaucoup plus vers le financement en dette. Mais j'ai dit que c'est complémentaire et on doit réellement trouver les financements et surtout capter les financements qui sont à l'échelle internationale. Parce que jusque-là, si on prend de manière générale, donc l'évolution des financements dans le monde, c'est aux alentours de 5% par an. Et pour les financements climat, c'est aux alentours de 25%. Donc, pour dire que l'abondance des financements sont là, notre rôle, c'est de capter ces financements et de les apporter pour les projets d'énergie renouvelable ou de transition énergétique ou tout projet qui cadre avec le financement climat. Madame Rabi, ce serait une très bonne transition pour notre national qui va nous parler du pipe du projet en PPP en Tunisie. Merci. Alors, Asif Majdoub, que je représente au pied levé, s'excuse, donc je vais essayer d'être bref. Au niveau de l'IGPPP, c'est une instance gouvernementale qui aujourd'hui prépare un pipeline, effectivement, d'une vingtaine de projets pour des montants de l'ordre de 13 milliards de dinars. Il reste bien évidemment à faire approuver tout cela. Mais vous savez déjà qu'il y a un certain nombre de projets qui existent, notamment dans le domaine énergétique. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure. Il y a des appels d'offres qui sont en cours avec différentes modalités, dont certains en PPP. Et il est clair qu'au niveau PPP, l'énergie s'y prête bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des PPP bancables, rentables, dans le secteur énergétique, étant donné la forte évolution technologique, j'ai envie de dire, des énergies renouvelables, qui en font une ressource compétitive par rapport aux énergies fossiles. Donc tout cela existe. Nous avons en Tunisie un cadre par rapport au partenariat public-privé, un cadre légal. Bien évidemment, il faudra avoir un petit peu plus de pratique et je pense que sans langue de bois, c'est un peu notre frustration à tous. Là, je suis membre indépendant, donc je peux le dire. Et nous avons envie de voir plus de projets, plus de réalisations concrètes parce qu'avec ces succès-là viendront d'autres succès. Parmi les freins, il peut y avoir une problématique de financement. La problématique de financement, évidemment, elle est liée au fait qu'on investit en devises étrangères dans des projets dont les revenus seront en dinars, ça peut être compliqué. Donc il y a une problématique de risque de change à gérer. Et aujourd'hui, les outils, en tout cas, notamment les outils de couverture, sont compliqués en Tunisie. Il y a peut-être des améliorations à faire au niveau de la Banque centrale et des instances financières, par rapport à mettre en place des garanties ou alors avoir des instruments plus souples que ce que offre aujourd'hui l'assurance avec 6% d'assurance pour le risque de change. Et ensuite, au niveau du financement, il y a une problématique peut-être de ressources longues par rapport au secteur bancaire dans le pays. Et il y a quelque chose pour lequel je milite personnellement, c'est ce qu'a fait la Malaisie il y a déjà bien longtemps, c'est de permettre
des émissions obligataires pour des projets en constitution, lorsque ce sont des projets en PPP dont les cash flows récurrents sont bien connus d'avance. Ça permettra de lever finalement des ressources dans la devise du pays à travers l'épargne publique sur des projets a priori dérisqués pour le public. Donc là, il y a un cadre réglementaire là aussi à faire évoluer. Merci beaucoup. I'm going to ask the question to Mrs. Mansourova, what this energy road represents for BRDs. Thank you so much, Kauthar. And first of all, let me say I'm sorry I'm speaking in English. I'm learning French, but it's very slow. So I can't speak French, but I understand some of it. First of all, it's an absolute pleasure to be here today. And I know that this is the last panel, so everybody is super charged already from previous panels and a little bit maybe tired. So I will try to keep it very, very short to say that for us, the energy road is a journey with a very clear vision. And the vision that we have for Tunisia specifically is when Tunisia is connected to Europe. Tunisia is supplying its own energy through renewable sources to the maximum extent possible, and also then exporting this renewable energy to Europe. And what we are trying to help in this regard to achieve this vision is to work with every part of the society, country, government sectors, starting with the government, and we have an amazing report with the government in this regard. We've been pushing a lot for many things to happen. I know that it feels that things are not moving as fast as we all would wish, but we're also working with the STEC on enforcing the grid and enforcing their infrastructure, but most importantly improving the capacity of the electricity company, because for the private sector to work here we need a very, very strong STEC. And the third thing that we're doing is to work with the private sector and try to make sure that they believe in the country, they come here and they are willing to invest and stay. So these are the three areas that we will be working on. But in addition to this, what we are really focusing on creating other ways to support this green road, which is working with the private sector in Tunisia and SMEs. So we're now working on the instrument that will help SMEs and the private companies to green themselves. So I think we are engaged in all layers because we believe in Tunisia's potential. We believe that it is possible, and to be honest, the only thing is just continue working and as fast as we can. So that's my contribution to the first question. Thank you very much. Merci Mounira. Je passe peut-être le micro directement à M. Razif pour nous parler de cette interconnexion justement entre la Tunisie et l'Europe qui a été récemment annoncée avec Elmed, et ce que ça représente pour cette route de l'énergie. Merci beaucoup et je remercie les organisateurs pour l'invitation. Juste un petit mot sur la BEI, parce que bon, la BEI c'est une structure peut-être un peu différente des autres bailleurs, dans le sens où la BEI c'est la Banque de l'Europe. Les actionnaires de la BEI c'est les 27 de l'Europe. Donc pour la plupart des projets de la BEI c'est l'Union européenne. En 2022 c'est un volume d'emprunt de 63 milliards d'euros en 2020, donc seulement 13,5% qui sont outside EU, donc en dehors de l'Union européenne. La BEI également, elle opère dans le cadre des politiques de la Commission européenne. Ce qu'on connaît tous, c'est le Pacte vert pour l'Europe, European Green Deal. Et nous, on voudrait apporter une réponse à ce European Green Deal, dans le sens où arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050 sur le continent européen. Et c'est pour ça qu'on est passé à la Banque du climat de l'Union européenne, après l'approbation de notre Climate Bank Roadmap en 2021, dans le sens où on ne finance plus tout ce qui est énergie carbonée, énergie fossile, que ce soit du gaz ou tout ce qui est production énergétique. Alors dans ce contexte-là, bien entendu, on opère en Afrique, on sait bien entendu, on dit toujours que l'Europe a besoin de l'Afrique a besoin de l'Europe, mais il faut toutefois passer par des stades pour arriver à un enchevêtrement des connexions. J'aurais peut-être deux exemples à mentionner à ce stade. C'est le projet Elmed, qui est le projet interconnexion en Tunisie,
Italie, qui est un très très ancien projet. Et bon, en termes de financement, je dirais que dernièrement, le CEF, donc c'est le Connecting Europe Facility, il a octroyé 307 millions d'euros sur un investissement de 850 millions d'euros comme subvention. C'est une subvention de la Commission pour la réalisation de ce projet. Et ce qui est vraiment nécessaire à indiquer, c'est que 50% de ce fonds, il a été alloué au projet tunisien pour cette interconnexion. De l'autre côté de l'Atlantique, on travaille beaucoup sur le Maroc également, et on est en train de lancer une étude sur la connexion Maroc, Espagne, Portugal, afin de consolider un peu ces connexions au niveau de l'Europe et assurer des échanges dans un cadre marché. Parce qu'actuellement, les échanges, c'est juste des contrats, c'est pas intégré dans le marché européen, là où c'est l'objectif ultime. Merci. Merci à vous. Peut-être on peut aussi demander la vision de la KfW. Oui, merci Madame Mahrez. Je remercie aussi, je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs, notamment TABC, Expertise France et Business France et l'Institut Choiseul. Juste un petit mot à propos de la KfW. En fait, la KfW est un groupe de banques constitué par des banques qui interviennent au niveau local en Allemagne. C'est la Mittelstand Bank. C'est pour financer les PMI, PME et aussi les particuliers. Et c'est très connu à travers son fameux prêt à taux zéro lancé il y a à peu près 3 décennies pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Nous, ici à Tunis, on fait partie de la Banque de développement. En fait, la Banque de développement, on a un mandat assez particulier. On travaille avec l'État tunisien. Juste pour revenir un peu à la thématique, en fait, bien sûr, la route énergétique Europe-Afrique doit se construire. Bien sûr, il y a d'autres pays qui ont pris un élan très rapide, en fait, notamment nos amis marocains et nos amis égyptiens dans ces routes vers l'Europe, et notamment sur l'hydrogène vert. De notre côté, nous avons mis à travers l'alliance tuniso-allemand pour l'hydrogène vert un projet en fait assez particulier qui concerne aussi bien la préparation des conditions cadres, le renforcement des capacités locales en fait, pour produire de l'hydrogène vert, et dans un premier temps pour le marché local, et après ça sera bien sûr comment l'intégrer dans le marché méditerranéen d'une manière, je dirais, à moyen terme. Ça d'un côté, et de l'autre côté, KfW, le bureau de Tunis particulièrement, on contribue à travers la réalisation d'un projet pilote en hydrogène vert, et actuellement on est en discussion avec le ministère sur le modèle de ce projet, soit en PPP, soit ça sera un promoteur public type groupe chimique, après ça dépendra du dérivé. Ça sera soit le groupe chimique, soit la STER, soit toute autre entité publique. Et on espère voir très bientôt les premières réalisations en fait, en termes d'hydrogène vert. Donc, et nous pensons que c'est vraiment l'avenir. Et on reste très optimiste par rapport aux conditions cadres, aussi bien climatiques que le cadre d'investissement, que l'hydrogène vert serait vraiment le produit de futur, et ça sera une très belle opportunité pour la Tunisie d'y rentrer et de s'accaparer quelque part de marché très valeureux. Merci. Merci. De l'Allemagne, on passe à la France avec l'AFD et Marianne Berger qui pourrait peut-être nous donner la vision de l'AFD de cette route de l'énergie.
Merci Kauthar et merci aux organisateurs de nous avoir conviés pour cet événement-là. Pour parler un peu de la route de l'énergie, peut-être qu'il y a des routes qui existent, mais certes fossiles, si on parle un peu du gazoduc. On espère que Elmed va participer à une transition et à un transfert d'énergie d'énergie renouvelable. Pour parler du potentiel de transfert, il faut déjà penser à la souveraineté énergétique en fait, des pays d'Afrique. Nous, côté AFD, on essaye de déployer nos plus gros efforts d'outils financiers au niveau du continent africain. Ça constitue presque 75% de nos efforts financiers qui sont déployés sur le continent africain, ce qui représente à peu près 6 milliards d'euros en termes d'engagement par an en Afrique pour pousser les pays en voie de développement à l'accélération de la transition énergétique. Et pour ça, on essaye d'agir sur plusieurs leviers, à savoir pousser en fait pour l'appui de la transition énergétique, renforcer la capacité des acteurs pour cette transition énergétique et puis financer plus des projets innovants. Voilà. Et en parlant un peu de l'AFD, l'AFD elle a une filiale également, elle a une filiale qui agit pour le secteur privé, c'est Proparco. On essaye d'intervenir en synergie dans ces pays africains pour pouvoir financer les composantes d'énergie renouvelable, que ce soit en termes de financement public avec nos partenaires historiques, à savoir la STEG, ETAP, etc., et à travers les concessions. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'AFD et je voudrais que Madame Fatma Abda nous donne sa vision de cette Merci Kauthar. De l'Afrique, merci et je remercie les organisateurs d'avoir invité la BAD pour ce séminaire. Donc je dirais tout d'abord, la route Afrique-Europe passe d'abord par l'Afrique. Et c'est vraiment le mandat de la Banque africaine de développement, c'est de nous focaliser sur les défis de l'Afrique au niveau du secteur de l'énergie. D'ailleurs, j'ai une longue liste, je suis la seule à avoir mon ordinateur devant moi ici, concernant les défis de l'Afrique, et pour permettre un échange équitable entre les deux continents. D'abord, si je pourrais donner une perspective de l'Afrique, donc l'Afrique, comme vous l'avez dit, et comme tout le monde l'a dit dans tous les autres panels, elle est dotée d'importants potentiels d'énergie renouvelable, solaire, éolien, et aussi hydroélectrique. Par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie. La Mauritanie, elle a un potentiel très très important, et c'est pour cela on a vu tout à l'heure qu'il y a de grands projets d'hydrogène vert en Mauritanie. Il y a aussi les pays du Sahel qui ont un important gisement de ressources renouvelables, et RDC avec un potentiel hydroélectrique très important. Donc vous voyez qu'on a toutes les ressources d'énergie renouvelable en Afrique. Mais l'Afrique, malheureusement, a beaucoup de défis par rapport au secteur. En commençant par le taux moyen d'électrification en Afrique, donc d'accès à l'électricité qui est en dessous de 50%, il est à peu près 45%, avec des écarts importants entre la région de l'Afrique du Nord et la région de l'Afrique centrale, ou la région de l'Afrique du Sahel. L'Afrique du Nord a un taux de 100%, alors que, par exemple, quelques pays en Afrique centrale, comme le Burundi, ils ont un accès de 2% au milieu rural. Je parle au milieu rural. Donc il y a non seulement entre les différentes régions un grand écart, mais aussi entre les milieux urbains et les milieux ruraux, un problème d'accès à l'électricité. Et donc les majeurs défis, c'est le coût de raccordement qui est en général inabordable pour la population africaine, qui a dans les milieux ruraux aussi un faible revenu. Il y a aussi de grands défis au niveau du cadre réglementaire. Donc nous, on travaille surtout pour créer un cadre favorable pour les investissements privés. Donc il y a un besoin de réformer le cadre réglementaire du secteur de l'énergie.
Aussi, il y a un problème au niveau des États africains qui n'ont pas les moyens de répondre à la demande. Donc l'intervention des donateurs avec des financements concessionnels et avec des dons est très importante. On sait que, parce que les pays africains sont très endettés, donc l'accès des investissements privés pour développer des projets est limité, parce qu'il y a une absence de garantie. Donc on voit de plus en plus un phénomène que les États ne donnent plus de garantie souveraine sur les projets d'énergie, vu les conditions du FMI et l'endettement des pays. Donc il faudrait développer des moyens de financement qui sont adaptés aux besoins des pays africains. Tout à l'heure, mon collègue il a parlé aussi des problèmes et des risques de change. Donc si on n'a pas ces moyens-là, les financements ne peuvent pas venir, les financements privés. Le problème, ce n'est pas d'attirer les financements privés, mais de créer un cadre réglementaire et un cadre financier qui attire les financements privés et qui enlève ces blocages par rapport à la garantie souveraine et par rapport au risque de change. Voilà, donc ça, je pense, c'est à peu près une idée des défis que la Banque africaine adresse au continent africain. Donc nous, par exemple, par rapport aux garanties souveraines, la Banque africaine a développé un fonds de garantie africain, African Guarantee Fund, depuis des années, et qui est le fonds qui a été créé par la BAD, mais qui participe dans des garanties pour des projets du secteur d'énergie. D'ailleurs, ils ont développé une ligne de financement verte, l'AGF. Nous avons aussi une initiative qui s'appelle Desert to Power qui va de la Mauritanie jusqu'à Djibouti, donc pour développer le potentiel solaire dans les pays du Sahel. Et un des projets phares de cette initiative, c'est la dorsale transsahélienne qui va traverser donc de la Mauritanie à Djibouti, haute tension. Et ce projet pourrait éventuellement préparer la route avec un échange d'électricité entre la région de Sahel et l'Europe, avec une interconnexion avec l'Europe. Donc vous voyez, il faut vraiment préparer le continent africain pour un échange équitable. Merci. Merci. Donc la deuxième question va porter sur le duel urgence contre potentiel. On sait que la conscience collective des changements climatiques et des défis qui en découlent s'est intensifiée et c'est redirigé, tous les regards se sont dirigés vers la transition énergétique, notamment depuis la COP21 et les accords de Paris. Avec notamment la création du Fonds vert pour le climat qui est supposé investir 100 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables, dans la finance verte. En plus, donc, les crises récentes et actuelles, que ce soit sanitaires, économiques et financières, mettent en exergue cette urgence d'agir. Urgence d'un côté en Europe pour avoir une souveraineté en termes énergétiques et s'immuniser contre les chocs exogènes qui peuvent induire de l'inflation, notamment avec l'augmentation des prix des matières premières comme le pétrole et le gaz, mais urgence également en Afrique, une urgence finalement en Afrique de réaliser son potentiel de développement économique et social et d'avoir et renforcer son positionnement sur la scène internationale. Mais de l'autre côté, on parle de potentiel, et le potentiel en Afrique en termes d'énergie renouvelable est juste énorme. D'ailleurs, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'Afrique serait capable de produire jusqu'à 1000 fois ses propres besoins de consommation en énergie renouvelable, et elle arrive loin devant les autres régions du monde dans ce domaine-là. Mais il y a également un potentiel palpable de l'autre côté de la Méditerranée, avec des aspirations européennes à garder le leadership sur les innovations technologiques et sur les solutions de lutte contre les changements climatiques. Donc je voudrais, moi, savoir en fait que évoque ce duel urgence
contre-potentiel pour vous. Je passe la parole à Madame Ralby. Merci pour cette question. Donc, ce duel, il est aussi ressenti que ce soit au nord de la Méditerranée qu'au sud. Donc, que ce soit en Afrique ou en Europe, on a ce sentiment de ce duel qui pèse lourd. Donc, l'urgence, la fragilité aussi d'être dépendant des énergies fossiles, et aussi les restrictions environnementales qui sont là et qu'on doit respecter. Donc on est pratiquement tous signataires de l'accord de Paris. On a une obligation d'œuvrer vers donc une meilleure, on va dire, utilisation des énergies, mais aller surtout vers les énergies renouvelables et les énergies sobres. À mon sens, le potentiel existe bel et bien, comme vous l'avez mentionné, au niveau de l'Afrique et surtout au niveau des énergies renouvelables. Et l'interconnexion, elle est aussi bénéfique pour que ce soit le nord ou le sud de la Méditerranée, parce que de chaque côté, on a un excédent par moment et un déficit par moment. Donc on doit travailler tous sur cette interconnexion. L'urgence, c'est surtout de saisir les opportunités de réalisation de ces projets et surtout passer les obstacles qui ont été énumérés, notamment les risques qui se posent à ce type de projet, aller vers des mécanismes pour dérisquer un peu les investissements, mais aussi aller vers les financements les plus favorables, parce que le Green Climate Fund, il offre une panoplie de mécanismes de financement qui vont de la participation jusqu'à la subvention, jusqu'à la garantie. Donc, on doit saisir tout ça. Nous, à la CDC, nous sommes conscients, donc nous sommes en process déjà d'accréditation auprès du Green Climate Fund pour essayer de profiter, pour notre pays surtout, et j'imagine aussi c'est le cas pour tous les pays de l'Afrique, essayer de profiter de ces mécanismes de financement et essayer d'accélérer un peu le rythme de réalisation des projets, parce que la fragilité, elle est de part et d'autre, et parce que aussi le potentiel existe et on doit le saisir. Je pourrais compléter en disant qu'aujourd'hui, franchement, moi je ne vois pas de problème particulier entre l'urgence et le potentiel. En réalité, c'est plus des questions de choix et de décisions politiques. Et il faudrait que nos gouvernants, en Afrique en particulier, apprennent à être plus agiles et à saisir les opportunités. Pourquoi ? Si on parle d'énergie aujourd'hui, comme dirait un anglophone, c'est un no-brainer. Aujourd'hui, passer au renouvelable est extrêmement profitable. Il y aurait un problème s'il fallait financer un différentiel de coûts. Mais aujourd'hui, il y a eu une telle chute, j'ai envie de dire, de la production des énergies renouvelables, surtout en solaire photovoltaïque. Il ne faut plus se poser la question. Alors, la question qui va se poser, c'est le stockage. Parce qu'effectivement, contrairement à des énergies classiques, on a une problématique de séquentialité, j'ai envie de dire, ou en tout cas de faire matcher la demande avec l'offre. Et à ce moment-là, l'hydrogène est une solution. C'est une solution, j'ai envie de dire, plutôt de stockage que d'énergie, réellement, l'hydrogène. Il y a une problématique de la batterie qu'il faut se poser. Et je relis ça avec la mobilité au sens large. Donc aujourd'hui, on ne se pose peut-être pas suffisamment les bonnes questions. Ensuite, pour le financement, effectivement, il faut peut-être être beaucoup plus actif dans la promotion de PPP.
on y va et on n'y va pas. Le cadre réglementaire existe, mais en fin de compte, on n'est pas en train de l'appliquer suffisamment rapidement. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus des choix politiques pour y aller. Il y a besoin de ces infrastructures. Dans beaucoup de pays africains, il y a un réel problème autour de l'énergie et c'est un frein au développement. Donc si on ouvre un petit peu plus le cadre pour que ça soit possible de le faire en PPP, pour que ça soit possible de le faire en microgrid ou en tout cas à une échelle plus réduite, et donc ça veut dire faire sauter des monopoles publics. Donc je suis volontairement provocateur, mais c'est de cela qu'il s'agit. La problématique, c'est pas est-ce que la technologie permet, la technologie est là. Est-ce que les financements existent? Il y a les financements, on peut aller les chercher. Maintenant, il y a besoin d'agilité, il y a besoin de faire et de faire vite. Thank you so much. After what Slim said, I don't know how much I can add, but maybe I will add one angle. When we take any country and any region, not only in Africa, we see that the regional integration is very complicated. Why? Because there is always a lack of infrastructure and a lack of common vision, but also there is no unification of the timelines for implementing regional projects. So, from EBRD's perspective, of course, regional integration is an absolute priority, and I think Tunisia is, despite all the criticism that we like sometimes to put on Tunisia, is one step ahead with the ELMET project, because ELMET project is doing exactly that. It's looking at the potential in the future. And yes, we know we have lots of problems, and of course for the regional projects to be successful, we need many ingredients, as you mentioned. We need to have predictability, we need to have political stability, we need to have strong financial structures, otherwise private sector is not coming. We need to have a stabilized macroeconomic situation. But in my view, is this ability to see not only see the potential, but also to look and see beyond what you see in the crisis situation is critical for all of us. To join forces and not to just wait for each other or for whatever that is holding up the situation, but keep pushing and keep moving. Therefore, we're very keen to work with our partners, the World Bank, EFW, EIB, AFD, the African Development Bank, on any regional projects, but specifically on ELMET, because we see it as an opportunity to expand the capacity, but also to create that strong grid for the future concession projects. So I think that's key. But also we will continue working on building the capacity around it, because sometimes my sense is that there is one expectation on the side of and I'm not talking specifically about Tunisia, there is one set of expectations on the side of the governments, there is quite another set of expectations on the side of the private sector, and therefore quite often the timelines, the emergency or the potential don't get realized. So what we try to do, we try to bring all that thinking together, and I think the question of urgency is not a question everybody knows it's a must, but the real question is what each of us can do and how can we push together, because just sitting and waiting is definitely not going to resolve the issue. And I think what we have today is a little bit the result of waiting, it's a little bit a result of everybody being cautious, but in this one, as Slim mentioned, I think everybody knows it's profitable, the potential is there, the sun is here, it's not anywhere else, and we have no other option but continue. Thank you. So, en fait, je vais commencer avec une phrase in English. Bold changes require bold plans. Si on veut en fait faire des changements stratégiques, il nous faut des plans stratégiques très importants et qui vraiment adressent ce problème d'urgence énergétique des deux côtés. Je pense que je parle plutôt de l'Afrique. Donc il faut avoir une vue stratégique dans le sens où on sort de ce business as usual et on regarde en fait les énergies renouvelables comme une opportunité aussi pour exporter l'énergie vers l'Europe et pour subvenir aux besoins africains au point de vue national mais aussi au point de vue régional. Donc je pense en premier lieu d'abord les pays africains devraient voir un commerce d'électricité
régionale en Afrique. Donc l'intégration régionale en Afrique, elle est très importante. Et puis une intégration ou bien un échange d'électricité entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est très important parce que du point de vue technique, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Une des solutions, c'est le stockage, mais aussi le commerce interpays est une solution qui est importante pour les énergies renouvelables. Donc, on ne peut pas prévoir un plan de production d'énergie renouvelable sans prévoir un plan de commerce interpays ou commerce régional au niveau des énergies renouvelables. Donc, je pense que les deux font pair et il faut avancer avec une vision stratégique qui va au-delà de subvenir aux besoins nationaux, mais qui regarde avec une vue stratégique parce que le marché mondial de commerce d'électricité va se développer encore plus qu'en ce moment. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'Afrique. Merci. J'enchaîne sur la même question du coup. Cette urgence en fait énergétique, elle est commune que ce soit du côté européen ou bien du côté africain. C'est pas à la même échelle d'importance, il faut dire. Au niveau des pays africains, ils sont autant plus impactés par tout ce qui se passe dans le monde et particulièrement avec les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'augmentation des coûts des carburants, malheureusement du gaz. Et le rythme de développement au niveau des pays africains n'est pas le même, parce qu'on peut remarquer que la part d'énergie renouvelable, par exemple au Togo, elle est de 40%, alors que celle de la Tunisie, elle est de 3%. Alors que le potentiel, il existe. Et puis tous les bailleurs qui sont autour de table là, ils font leurs meilleurs efforts pour être à proximité et puis en dialogue continu avec les partenaires pour pouvoir pousser pour investir dans cette part d'énergie renouvelable. Nous déployons en fait nos meilleurs moyens, que ce soit en subvention pour pouvoir préparer des projets matures, parce qu'on a vu avec l'expérience qu'il y a plein de projets pour lesquels on a fléché des sommes considérables et qui n'ont jamais vu le jour, malheureusement. Il est plus qu'urgent d'avoir des success stories en fait, de projets d'énergie renouvelable. Je parle typiquement des concessions pour lesquelles l'AFD et la BIRD sont en cofinancement. Ce projet qui date malheureusement de 2018 et qu'on n'arrive pas à boucler en fait, le plan de financement de ces projets-là. Il est plus qu'urgent de faire sortir ces premiers projets de terre pour pouvoir rassurer les investisseurs sur ce potentiel-là, pour pouvoir augmenter cette part d'énergie renouvelable en Tunisie particulièrement et puis en Afrique, parce que c'est un peu le même mécanisme. Au niveau de l'AFD, on a préparé pas mal de projets d'énergie renouvelable en financement public, que ce soit ou bien au privé. Il y a par exemple la ferme éolienne de Tbaga de 80 MW dont le coût estimatif est de 81 millions d'euros. Toutes les études sont finies depuis mars de l'année dernière aux standards internationaux, sauf que on appelle le gouvernement en fait à réfléchir sur le schéma de financement en fait, de cette ferme-là et puis de voir c'est quoi la répartition entre la part d'énergie renouvelable qui est fléchée du côté public et puis celle du côté privé. Là, en fait, l'objectif de 35% d'énergie renouvelable en 2030, on n'arrive pas à voir le bout. 2030, c'est demain. Et là, on n'arrête pas en fait de faire augmenter la part d'énergie renouvelable sans pour autant décaler l'horizon. On parle toujours de 2030, avec une part qui augmente à chaque fois avec les différentes stratégies, sans pour autant avoir une visibilité sur les mécanismes qui peuvent aboutir à cette part en réalisation. Comme je viens de le rappeler, et que la plupart des panélistes l'ont rappelé, cette part elle est toujours de 3% en Tunisie. Voilà, il faut également, comme a dit Moukira et Madame Ralbi, penser au stockage. Avec le collectif des bailleurs, BUI, KfW et l'AFD,
on est en train de préparer une grande étude de station de transfert par pompage pour le compte de la STEC. Ça sera une technologie qui va stocker de l'énergie à travers de l'énergie hydraulique. Et ça sera avec une capacité qui va varier entre 400 et 600 mégawatts et un coût estimé aux alentours de 500 millions d'euros. Donc c'est un sacré projet qu'on est en train de financer avec des subventions qui sont mises à date, qui s'élèvent à 5 millions d'euros et qui vont aller à 12 millions d'euros pour pouvoir finaliser ces études-là. On a essayé en fait de voir un peu la faisabilité de cette étude-là, qui est la première dans son genre au niveau de la Tunisie. Et sur la base des hypothèses qu'on n'arrête pas à avancer de 35% d'énergie renouvelable en 2030, on n'arrive pas forcément à arrêter l'horizon probable et concret de la faisabilité de cette step, parce que tout est lié. Donc on se projette dans des projets grandioses, certes en Tunisie, mais on n'arrive pas forcément à avoir des horizons concrets pour pouvoir les mettre à exécution. On remercie en fait le gouvernement pour le deuxième round des 2000 mégawatts en fait qui viennent de lancer, mais comme je viens de le rappeler, on a besoin d'être rassuré sur un premier projet qui va sortir de terre pour pouvoir s'engager là-dedans. Voilà. Oui. Merci, donc je rebondis aussi par rapport à la question de causage potentiel vs urgence. Je tiens bien sûr à souligner que les énergies renouvelables et les projets d'énergie renouvelable sont fortement capitalistiques, qu'on ne veut pas. On investit un CAPEX pour avoir un OPEX assez bas et relativement sécurisé, en fait, c'est l'idée. Par rapport au cycle, je rebondis aussi par rapport au cycle de vie de préparation des projets et le financement de la préparation des projets. Juste à titre d'exemple, un projet de parc éolien entre les études de faisabilité technico-économique et les études d'impact environnementaux et sociaux, donc ça nécessite 5 ans. C'est un peu plus bas pour les projets photovoltaïques. On parle de 3 années en général. Donc réellement, pour pouvoir, avec les énergies renouvelables, répondre à des situations d'urgence, il faut vraiment que les projets soient bien préparés et la préparation soit vraiment optimale en termes de délai. Voilà, merci. Merci Ali. Bon, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Nexus, je dirais, urgence, potentiel. Le potentiel, tout le monde le connaît. L'urgence, c'est un peu partant du principe que tout pays est souverain par excellence, c'est les pays qui doivent le mettre en place et l'identifier. Et moi, je rebondis toujours à cette, disons, le principe de l'accord de Paris, là où tout le monde il consolide un peu leur effort pour atteindre cette neutralité carbone. Et c'est pour ça qu'on a fait les CDN. Conventions déterminées au niveau national. Donc, vous avez les CDN, là où il y a les priorités des pays, tout est écrit dans les CDN. Sauf que dans les CDN, on n'arrive pas à les concrétiser, à les répliquer en objectifs opérationnels, à les répliquer en politique publique cohérente. Vous avez les investissements conditionnels et les investissements inconditionnels. Bon, le conditionnel, bien entendu, il devrait faire appel à l'apport des bailleurs de fonds. Mais encore une fois, toutes les CDN sont restées des documents. Il faut faire des feuilles de route, il faut répliquer ces CDN en objectifs opérationnels. Il faut que ça suive avec des conditions cadres cohérentes. Si on dit qu'on va atteindre 35% d'énergie renouvelable en 2030, qu'est-ce qu'on a préparé pour atteindre cet objectif, sachant qu'on est actuellement en 2023, on est juste à 3%. Le financement n'est jamais un problème, parce que nous, les bailleurs, on essaie de s'adapter. Pour la BEI, par exemple, dernièrement, en 2021, on a créé EIB Global. EIB Global, c'est une direction générale, parce qu'à la fin de 2021, la BEI ne fait pas de développement.
C'est une banque d'investissement, c'est une banque de financement de projets qui est focalisée surtout sur l'Europe. Aujourd'hui, on a créé EIB Global pour justement se focaliser sur le outside, tout ce qui est en dehors de l'Union européenne. On n'est pas en train de le faire, mais c'est pour adapter nos produits aux besoins des pays. Et donc, je parle d'urgence. Urgence, c'est un peu la cohérence des politiques publiques, dans le sens, on fait du renouvelable ou on fait de l'hydrogène. Qu'est-ce qui vient l'un après l'autre? Est-ce qu'on fait des steps, du stockage, ou on fait de demand-side management? Ça dépend. C'est pas une question simple dans laquelle on peut répondre tout de suite. Des exemples pour les apports des bailleurs de fonds. La GL a parlé des 5 millions d'euros sur la station de pompage-turbinage. La BEI, elle a mis 25 millions d'euros dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Economic Resilience Initiative. Et c'est une initiative pour aider nos partenaires, comme pour mon cas l'ASTEC, pour arriver à développer les projets dans les délais. Et là, je rebondis à ce que dit Ali également. Il faut que, pour nous, les projets soient bancables. Et donc là, on parle de maturité. Même après les urgences, on parle de bancabilité de projets pour les bailleurs. Et là, je parle de tout ce qui est aspect procurement, donc tout ce qui est aspect marché public, les exigences environnementales et sociales. Et les pays également, ils doivent hisser un peu leurs normes pour s'adapter un peu à ces normes internationales pour que nous, on puisse financer ces projets. Sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est la station de pompage-turbinage qu'on est en train de financer au Maroc, la STEP Ardimoun. On a signé le contrat de financement en 2008. Le projet n'était pas mature. On a commencé les travaux en 2018. Donc c'est dans ça dont on parle, même avec l'urgence, parce que si on fait des retards, c'est des coûts d'opportunité qui sont fichus comme ça. Donc il faut bien penser projet, maturité projet, adaptation aux normes internationales et bien entendu une bonne gouvernance dans la réalisation des projets. Merci. Merci à tous. J'ai envie de dire que le potentiel est d'autant plus énorme qu'on part de presque zéro. D'ailleurs, au cours de la dernière décennie, les statistiques montrent en fait la capacité au développement de changer les choses. Merci. Donc on part de zéro et c'est pour ça en fait le potentiel me paraît énorme et il est effectivement énorme. On progresse quand même, pour revenir sur une note un peu positive et optimiste, sur un rythme pas mal depuis une dizaine d'années, avec une croissance de 20% de la capacité en énergie renouvelable en Afrique. En 2021, on a produit 59 gigawatts d'énergie renouvelable, largement dominé par l'hydraulique, qui représente 58%. Après, il y a le photovoltaïque à 18% et l'éolien à 12%. Bien sûr, en fait, ça donne un peu d'espoir de voir cette progression et on reste conscient que ce n'est pas assez aujourd'hui, ça ne permet pas de subvenir aux besoins des pays. Du coup, en fait, la troisième question m'a porté sur cette route de l'énergie. Comment faire pour aller plus loin sur cette route qui me paraît jalonnée effectivement de difficultés de tout genre, financières, politiques, etc. Mais on oublie, enfin on parle d'Afrique, on parle de région, on oublie souvent, en fait, et d'ailleurs vous l'avez bien dit tout à l'heure, que l'Afrique n'est pas homogène. Il y a des disparités partout. Si on prend un mix énergétique, en Afrique du Sud, les énergies renouvelables représentent 18%. Les renouvelables représentent 64% du mix énergétique d'Angola, 33% du Maroc, 34% du Togo, entre 3 et 4% de la Tunisie, 10% en Égypte. Donc effectivement, on ne parle pas d'un seul continent comme si on parlait d'une petite région. Et c'est aussi une difficulté supplémentaire parce que cette route ne sera pas une route de bout, ce sera des petites ruelles qui vont se rejoindre dans une, espérons-le, grande route ensemble.
Mais je pense, pour revenir à notre sujet qui est la finance, le grand problème et le nerf de la guerre reste quand même la finance. Je vais challenger un tout petit peu mes chers amis panélistes, parce qu'effectivement, on est conscient, vous en faites beaucoup et nous vous remercions pour ça, parce qu'effectivement, c'est très rassurant d'avoir le soutien de vos institutions aux pays émergents, aux pays africains, dans un contexte où les souverains africains, notamment, n'ont plus accès à la dette, sur le marché international des capitaux. En 2022, il faut savoir que les pays africains ont pu emprunter un montant équivalent à 2% uniquement des montants empruntés par les souverains dans le monde, sur le marché international des capitaux. En termes de finances vertes, c'est pareil, on n'existe pas, on est inexistant malgré cet énorme potentiel. La finance verte en Afrique sur le marché international des capitaux a une part qui est inférieure à 1%, à 0,08% des financements à objectif de développement durable, ce qu'on appelle les sustainable bonds, sur le marché international des capitaux. Donc en fait, aujourd'hui, plus que jamais, on doit réfléchir à des solutions pour aller plus loin. Et on se retourne de nouveau vers vous, parce que les pays africains n'ont plus le choix, en fait, que de se retourner, de travailler avec vous, dans le contexte actuel de difficulté d'accès au marché, qui est exacerbé par les notations qui se dégradent, la fragilité politique, sécuritaire, etc. Donc, comment aller plus loin? And I'll ask directly Ms. Modira. Thank you so much, Councillor. That's of course a very tricky question, right? But I think I'm going to say something very unusual today, because usually when I go to conferences, I say, yes, we should, we encourage the government to do more, to be more proactive, etc. I'm a witness to the fact that Tunisian government has accelerated the renewable program since they took over in October 2021 so much that the private sector was not putting up. And it's quite strange to say that, but what was happening on the private sector side is that the interruptions to the supply chain and solar panels, the availability, the pricing, and everything, they had the impact on their thinking. So we were trying to mediate that situation, to say, in using Fatma's word, be bolder. Don't worry, because I think in this particular circumstance, it's always easy to give financing when things are good. It's a no-brainer. You just give money and that's it. And that's what has been happening with Tunisia. But I think when we look at Tunisian potential, how we can do things better, of course we need to have a speech. I have a colleague there, Bea, she prepared for me beautiful words. I have to say that we have to have best practices and standards. But what I want to say is that in today's world, things are not standard. So we need to apply non-standard thinking, and we have to try to move away from fear and panic. And why I'm saying is that because financing is there. As far as EBRD is concerned, we stay committed to financing all renewable projects in Tunisia. We're not wavering, and we're trying to find very innovative and unusual structures and solutions to support that. So my plea is to the private sector, don't worry, be bolder, come. This is a long-term partnership. Yes, maybe things right now are a little bit not great, but I think it will pass. It's maybe, it's temporary. And but this is the time to form this lasting relationship where we have to normally go into the sphere which will definitely be beneficial for all partners. And ability to see beyond the current crisis, ability to see beyond the problems that we're all seeing today, ability not to panic is what will determine a strong partner from not a strong partner. So from EBRD's perspective, I repeat myself, financing, support, everything that is required that needs to happen, we will provide. And I know that Reggie is right, we want to see the results of the first tender, but there are some things that are holding this up, and these are, I can assure you, not because the government doesn't want to go ahead with it. I actually applaud the government's announcement of the second round of tenders, because we cannot just do things in sequence. We cannot wait. We cannot afford to wait.
And I think my message today is that if we really want to accelerate things, we shall not wait. We should just continue pushing and doing it together, and helping, and also giving the everything that we have, because we know that there is no other way around it. And the current crisis, and I don't mean the only energy crisis, but the crisis in the world is a good example of why waiting for each other is not a good way forward. So with this, I'm happy to pass on the word to you. Okay. Je ne peux que réagir donc, en tant qu'aussi représentant du secteur privé, même si je suis à l'IGPPP. Donc là où j'adhère avec ce que dit Nadia, c'est que les PPP sont certainement une voie pour avancer rapidement pour résoudre un certain nombre de problématiques. Et ensuite, et une logique de trial and error, plutôt que de se dire je veux tout spécifier à l'avance et ça prend beaucoup de temps et finalement on n'avance pas. Donc c'est de se dire j'y vais, je regarde comment ça se passe, je corrige et j'avance. Ça c'est très bien. Ceci étant, le secteur privé, pourquoi il n'y va pas? Il y a des raisons. Un, il y a une problématique où il faut réinstaurer la confiance. Et quand je dis réinstaurer la confiance, c'est d'avoir des gouvernants qui sont à l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de recours facile contre l'État. Il y a un certain nombre de situations d'injustice, j'ai envie de dire, que le secteur privé, en Tunisie en tout cas, subit. Et je prends un exemple, c'est par exemple le trop perçu d'impôts, qui n'est jamais remboursé avant 6 mois, voire 1 an. Alors que la loi dit que ça doit être remboursé sous 1 semaine. Et qu'aujourd'hui, les privés sont obligés, finalement, de payer les intérêts aux banques pour financer la trésorerie de l'État. Ça, c'est un petit exemple. Donc simplement, ce que je suis en train de dire, oui, le secteur privé veut y aller, peut y aller, il voit que c'est rentable, il voit que c'est intéressant, il a besoin de confiance, il a besoin d'interlocuteurs, il a besoin qu'on l'écoute. Il y a un exemple que j'ai trouvé fantastique à un moment où j'allais beaucoup en Australie. Vous avez les bus et il y a derrière les bus un grand numéro « How is my driving ?» Donc ça veut dire que si le chauffeur de bus fait des bêtises, vous pouvez appeler, vous pouvez dire « il y a un problème » et c'est corrigé. Donc aujourd'hui, cette boucle de feedback, j'ai envie de dire, qui est positive pour les deux parties, parce qu'encore une fois, PPP, c'est les deux parties qui doivent travailler ensemble pour améliorer les choses. On a besoin de cette boucle de feedback, les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Et il faut instaurer ce dialogue, et il faut que ce dialogue soit constructif. Quand il y a des problèmes, on les résout, on voit ce que ça donne, il y a encore un autre problème, et bien il y a toujours la boucle de feedback, et on peut corriger et s'améliorer. Si on met en place cela, je pense qu'on peut aller très vite. L'autre point que je voulais mentionner, c'est que pour l'Afrique, quand tu as parlé des routes, de l'énergie par rapport à l'Europe, etc., je pense que la problématique par rapport au développement en Afrique n'est pas tellement d'installer des routes. J'ai été dans une vie antérieure dans les utilities, j'étais plus dans l'eau et l'assainissement. Je pense que la technologie aujourd'hui permet de faire beaucoup plus de la décentralisation d'utilities, ce qui dans le système va induire beaucoup plus de résilience. Donc plutôt que d'aller vers des infrastructures importantes, centralisées et qui peuvent tomber en désuétude, et aussi parce que cela suppose des réseaux de distribution importants, donc on va avoir un coût de distribution, et Madame l'a dit tout à l'heure par rapport à la BAN, la problématique c'est l'interconnexion aussi de tout ça, donc notamment quand on est en milieu rural. Donc aujourd'hui, la technologie permet de faire du décentralisé. Combiner le décentralisé avec la technologie qui peut même être de la blockchain pour les paiements dans des microgrids, et il y a une start-up tunisienne qui fait ça. Ils se sont malheureusement réinstallés en France parce qu'ils n'avaient pas le cadre adéquat en Tunisie. Là aussi, c'est un petit appel pour dire que l'on doit reviser peut-être un certain nombre de cadres législatifs chez nous. Mais il y a des solutions, la technologie évolue vite, il faut de l'agilité pour dire c'est la bonne solution aujourd'hui, mais c'est peut-être pas la solution dans 30 ans. Donc commençons à exécuter, faisons des erreurs, ce n'est pas grave si on a le bon cadre pour les corriger vite sans que les gens soient lésés. Si on met en place ces mécanismes-là et si on réinstaure cette confiance-là, on pourra aller très vite. Donc j'enchaîne avec l'importance du secteur privé. Je pense que le rôle des bailleurs de fonds, c'est d'adresser les défis du marché. Et une fois que les défis sont partis, on n'a plus de rôle à jouer. C'est les banques commerciales
qui doivent investir dans le secteur. Pour le moment, nous on essaie d'adresser les défis, mais l'opportunité la plus importante pour les pays africains, c'est le secteur privé. Les pays qu'on a mentionnés qui ont réussi, comme le Togo, 40% d'énergie renouvelable, c'est parce qu'ils ont fait une stratégie pour attirer le secteur privé dans le développement de la production d'énergie à partir des énergies renouvelables. Donc je pense que ce n'est pas une chose, le privé, il est la solution. Et il faut vraiment créer un cadre réglementaire pour attirer le privé. Le privé, l'investissement privé dans le secteur de l'énergie, qui jusque-là était un secteur classique souverain, est devenu une nécessité, ce n'est pas du maquillage. Il faut sortir de cette conception que les utility companies, les sociétés d'électricité, doivent garder le monopole. Ce n'est plus le trend. Il faut sortir de cette idée-là. Donc, dans les différents pays, les sociétés d'électricité ont un autre rôle très important à jouer, mais ils ne peuvent plus garder le monopole. Le privé, il a un rôle très important à jouer. Et donc, l'investissement privé et le financement privé, il est très important aussi. On parle du marché des capitaux. Quand tu as mentionné que l'Afrique bénéficie d'en dessous de 1% des financements climatiques verts. Et c'est incroyable. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de besoins. Pourquoi on est dans cette situation? Il faut qu'on soit beaucoup plus... On a plus de courage à adresser ce problème et bénéficier de ces financements verts. Le Green Climate Fund, il donne des financements, pour accéder à des financements. Nous, on a bénéficié d'un programme de 170 millions du Fonds vert climatique. Il nous a fallu 2 ans pour préparer ce projet, parce qu'ils ont des demandes très importantes par rapport à ESG et par rapport à des demandes d'un niveau international. La même chose pour les financements de la Commission européenne. Ils ont des demandes assez importantes et donc les pays doivent travailler, comme l'a dit Razi, pour hisser leur niveau ESG, environnemental et social et genre aussi, qui devient de plus en plus important au niveau des projets, préparer les projets pour qu'ils soient vraiment à un niveau international, environnemental, social et genre, qui est très très important aussi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un mind shift, il faudrait qu'on réfléchisse, le secteur privé, il y a une conjoncture internationale, il y a des dynamiques internationales et les pays doivent suivre ces dynamiques internationales pour accéder à ce financement. Je pense aussi que le rôle des banques commerciales tunisiennes est très très important. Il faudrait qu'ils aient une stratégie vers l'économie verte. Ça vient e-mobility, les énergies renouvelables, les énergies décentralisées. On ne parle pas seulement de grands projets, on parle aussi de petits projets d'énergie décentralisée comme Captive Power, etc. Donc, le rôle de financement locaux, il est très très important. Nous, les bailleurs de fonds, on peut jouer un rôle avec des garanties. Donc, ou bien des lignes de crédit pour les liquidités. Pour l'investissement privé, il y a aussi, Madame Rabi l'a mentionné tout à l'heure, equity, accès aux fonds propres. On ne peut pas parler de prêt si on n'a pas les fonds propres pour le secteur privé. Donc tout cela, il faut un bouquet de financement, je dirais, pour résoudre les problèmes d'accès au financement. Il faut un cadre réglementaire qui attire le secteur privé, qui encourage le secteur privé. Ce n'est pas... Il faut les encourager à investir en fait dans le secteur de l'énergie et il faut aussi développer, avoir des vues stratégiques pour un échange régional et interrégional avec l'Afrique, l'Europe d'électricité. Donc avoir une vue, le rôle du gouvernement c'est d'avoir une vue stratégique qui va au-delà des besoins et des urgences actuelles, comme tu l'as dit Kof. Donc on adresse les urgences mais on n'est pas des pompiers, on doit voir plus loin, donc on doit avoir une vue stratégique. Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Peut-être qu'il faut un peu attirer l'attention sur des efforts qui ont été déployés quand même par le gouvernement tunisien pour améliorer le climat des affaires. Parce que là, à travers la loi de 68 de l'année 2022, il y a quand même un brin d'espoir sur l'accélération de toutes les procédures de passation de marché pour les marchés financés par les bailleurs. Et ça, c'est une grande avancée pour pouvoir faire sortir de terre ces projets, que ce soit en financement public ou bien privé. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il n'y a que le paramètre en fait, d'accélération de l'investissement privé. Il y a également
faut donner une petite part en fait pour le public, même si, comme ça, ce qui a été décidé auparavant, de donner 10% en fait des énergies renouvelables pour le public, pour pouvoir débloquer la situation pour les investisseurs privés. Parce que lorsque le public au moins il a sa petite part du gâteau, il peut lâcher pour le reste. Et il peut se sentir pas forcément exclu de ce nouveau grand potentiel de développement des énergies renouvelables. Donc il faut essayer de trouver un petit équilibre entre qu'est-ce que je peux donner pour le public pour que je puisse débloquer la situation des financements privés. Et puis, concernant les financements privés, c'est plutôt Proparco, la filiale dont on a, qui est en train de gérer ces financements-là. Il y a un gros souci sur vraiment le bouclage de ces IPPP et la bancabilité en fait de ces projets-là qu'il faudra vraiment revoir avant de passer au deuxième round des 2000 MW. Moi, je peux dire sur le potentiel, en fait, il existe. Sauf qu'il faut vraiment quelques petits outils institutionnels pour pouvoir le débloquer à long terme. Nous, on est toujours en partenariat en fait avec nos partenaires, nos contreparties en quelque sorte. On n'est pas en relation banque-client. On est à l'écoute, on essaye de préparer le projet ensemble pour que ce soit un projet mature et pour que lors du lancement de passation de marché, ce n'est pas un projet qui va vraiment durer éternellement et qui pourrait se mettre en service au moins dans les temps qui lui sont alloués. On accompagne par exemple la STEG là, pour sa première phase de compteurs intelligents. Ces compteurs-là vont concerner la totalité des compteurs moyenne tension, moyenne pression, et puis 10% des compteurs basse pression, basse tension sur tout le territoire tunisien. Et ce projet, il a coûté à ce stade 120 millions d'euros, et on se projette en fait pour l'avenir, avec l'ensemble des bailleurs bien sûr, parce que c'est un coût qui serait largement supérieur à ce qui a été mis en première phase. Donc tout ça pour dire que nous sommes là en partenariat avec les autorités tunisiennes pour pouvoir faire avancer les projets, que ce soit du côté public ou bien privé, concernant la stratégie de transition énergétique. Voilà. Oui, Raja, qu'est-ce que j'ai à dire de plus en fait? C'est vrai que le privé serait mieux adapté pour tout ce qui est opération de production électrique, mais en face du secteur privé, il faudra qu'il y ait un opérateur de réseau de taille et up-to-date en fait. Aujourd'hui, les collègues ont traité un peu du problème de l'intermittence. Bien sûr, c'est surtout avec des contrats take-or-pay. Parfois, il faut vraiment être très bien outillé pour pouvoir tirer un profit. En fait, la production privée, on a vu pour le round de 2018 que les prix en Tunisie ont été les plus attractifs en Afrique. Et on aimerait bien, nous, de notre côté, malgré qu'on a un mandat purement public, la KfW, Banque de développement, et on se réjouit en fait de la contribution du secteur privé dans la cartographie de la production électrique en Tunisie. Donc de notre côté, oui, on aide et on collabore avec la STEG pour l'aider à recevoir ces énergies intermittentes avec un taux de pénétration aujourd'hui qui est de 4%, mais en espérant qu'il va atteindre les 35% à l'horizon 2030. Du coup, donc, ça nécessite des réajustements en interne au niveau de la STEG et une solidité financière. Finalement, le secteur privé, quand il signe le contrat d'achat avec la STEG, certainement, il y a derrière lui ses financeurs et ils vont lui demander qui est l'acheteur unique. Et là, c'est vraiment très important que l'acheteur unique soit de taille,
et à jour techniquement, mais aussi avec une bonne solidité financière. Voilà donc un peu la difficulté, ce qui explique un peu la réticence aujourd'hui du secteur privé par rapport à l'avancement, et en espérant que ces barrières en fait soient très rapidement levées. Je sais que nos amis de la Bird, ils ont un projet consistant avec la STEC. Sur ce plan-là, nous de notre côté, on essaye de préparer un nouveau programme pour améliorer les performances de la STEC afin qu'elle puisse répondre et qu'elle puisse être vraiment le client idéal pour le secteur privé. Merci. Merci Ali. Bon, je pourrais ajouter peut-être deux mots-clés, dans le sens où on doit avoir des politiques publiques cohérentes, je le redis toujours, dans le sens d'aller au-delà de cette résistance au changement, parce que les politiques publiques doivent être déclinées en actions qui doivent être concrètes pour le développement du renouvelable, en l'occurrence l'investissement privé. Aussi, moi je dirais, pourquoi ne pas voir les voisins, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il faut en tirer les expériences, il faut en tirer un peu ce qui a été fait au Maroc, sur les business models que sont en train de faire avec Mazen et Loné, avec le feed-in tarif au parc solaire de Ben Ben en Égypte. Donc il faut vraiment penser un peu régional pour avoir des business cases ou des success stories sur la base duquel on peut bâtir, par exemple. Aussi, il faut penser, comme j'ai dit, régional, parce que même pour le projet ELMED, on parle toujours du projet ELMED, moi je pense pour l'ABEI, ça n'a pas de sens de connecter la Tunisie à l'Italie si on ne regarde pas l'Algérie. Donc il faut vraiment booster cette interconnexion entre les pays du Maghreb pour pouvoir donner à ces projets du sens. Surtout qu'on s'attend à ce que le projet ELMED il véhicule un peu de l'énergie verte. Tarde encore à venir. Notre problème, bon, je parle pour la BUI, en Tunisie, c'est que tous nos financements ils sont verts. On finance des projets, comme je dis, carbonés, et donc tous les projets, ils doivent avoir un background renouvelable. Quand je parle des STEP, des stations de pompage-turbinage, c'est des STEP qui doivent pomper de l'eau vers le bassin supérieur avec de l'énergie verte. Lorsqu'on parle d'interconnexion, on veut véhiculer de l'énergie verte. Et c'est ce qui tarde un peu en Tunisie à se concrétiser. Au passage, moi franchement, je félicite énormément la Direction Générale des Énergies Renouvelables qui est en train de faire un travail énorme dans le développement du renouvelable. Et là, je reviens un peu à cet aspect de renforcement de capacité technique des administrations des pays partenaires. Parce que quand on voit par exemple la Direction Générale des Énergies Renouvelables, c'est 3 personnes. 3 personnes ne peuvent pas développer tout cette armada de projets. Et voilà, merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci donc à tous les panélistes. Donc, je vais essayer maintenant de conclure parce qu'à la fin, on est tous conscients donc, de cette urgence et surtout de ce potentiel qu'on doit exploiter pour pouvoir aller de l'avant. Donc les solutions, d'un côté on parle du privé, d'un autre côté du public. Moi je dirais on ne peut pas aller que de pair, être dans le partenariat public-privé, que ce soit contractuel, de concession ou institutionnel, ça c'est un accélérateur important pour les projets. Le partage de risque aussi c'est important parce qu'à la fin investisseurs ou partenaires financiers et partenaires techniques, on doit notre relation doit être basée sur le partage de risque. Nous, notre rôle en tant qu'investisseur institutionnel et en tant qu'investisseur financier, on essaie de capter pour ces projets dans toutes les sources de financement. On est préparé pour aller vers les financements verts.
on a préparé tout le framework donc, nécessaire à partir de l'éligibilité, la structuration des projets, le suivi et le reporting. Et on peut même donc accompagner tous les projets pour le renforcement de capacité et pour pouvoir donc répondre aux exigences donc, de gestion environnementale et sociale. Donc à la fin, tous les investisseurs ont pris cette conscience, donc c'est pour ça tous les financements doivent respecter donc, les indicateurs de performance et surtout être basés sur la mesure du risque environnemental et social. Et ça, c'est très important parce que à la fin, même si on lève des financements, on doit par la suite faire des reportings et on doit justifier que réellement nous avons orienté ces financements vers les projets éligibles à ces financements et réellement qui ont contribué donc à toute la politique donc de manière générale de réduction donc des gaz à effet de serre ou de décarbonisation ou d'aller vers les énergies renouvelables pour une économie sobre et clean. Donc, à mon sens, notre rôle est très important. Aussi, la disparité entre les pays, c'est le modèle ou la politique qui a été choisie par chacun des pays qui a fait que dans certains pays, le mix énergétique a évolué de manière rapide et dans d'autres non. Donc nous, on est conscient de tout ça. Il y a un dialogue entre le gouvernement et le secteur public, privé et aussi avec le secteur public pour essayer d'aller vers les problèmes et essayer de trouver une solution pour accélérer. Et nous sommes là donc pour accompagner, nous sommes là même pour tout support donc, technique ou tout accompagnement. Merci à tous pour la qualité de ces échanges. Et je note notamment en fait l'importance et le rôle de plus en plus important de vos institutions dans le développement de cette route de l'énergie. Je note également que d'un point de vue de financement, la demande est inférieure en fait, à l'offre aujourd'hui à tout égard, que ce soit maturité, qualité ou quantité. Mais bon, c'est une question de time to market, donc l'urgence est là, il faut continuer en fait. La musique est lancée, il est juste nécessaire maintenant de mettre un peu tous les danseurs sur le même rythme pour avoir un beau résultat. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.